Une société est un milieu dans lequel les individus agissent les uns sur les autres. Les relations tissées entre eux sont des relations sociales. Les jugements sur ce qui est juste et injuste dans ces relations sociales forment les valeurs sociales. Très souvent, nous entendons dans tous les discours publics et privés l'évocation des valeurs, soit pour les célébrer, soit pour regretter qu'elles ne soient plus ce qu'elles étaient. Le sujet au cœur de cette émission d'aujourd'hui est la société africaine, les valeurs et les contre-valeurs. Pour en parler, nous sommes reçus par un écrivain qui, à l'aide de sa plume, a déjà touché du doigt ces thématiques actuelles. Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam et président de la commission épiscopale pour les moyens de communication sociale au sein de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, et auteur du roman Au nom du Père et du Fils, une œuvre de l'esprit qui met à nu les travers de la société d'aujourd'hui. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Merci. Alors Monseigneur, nous l'avons dit, notre sujet ne vous est pas du tout étranger. Et pour cette émission, vous avez accepté de passer de l'écrit à l'oral. Donc pour parler aujourd'hui des valeurs, des contre-valeurs dans la société. Nous avons l'histoire de Marie, ainsi que cette histoire qui prend en compte également le père Emmanuel et également le vieux Modja. Monseigneur, parler aujourd'hui de valeurs, cela sous-entend quoi? Qu'est-ce que nous devons comprendre par valeur africaine? Il faut dire que la valeur est une thématique un peu large. Et les valeurs s'inscrivent au sein ou d'une époque ou d'une société. Mais quand on prend la nature de la personne humaine, il y a des valeurs qu'on retrouve un peu partout. Et ce sont ces valeurs-là qui font l'équilibre de la société et qui permettent aux gens d'avancer. Et donc, entre faire le bien et faire le mal, c'est naturellement comme faire la distinction entre la droite et la gauche. Et au cœur de toutes les sociétés, les gens arrivent à faire cette différence-là. Faire le bien, faire le mal. Nous voyons que même au sein de la nature, les animaux préfèrent certaines choses à d'autres. Certains comportements à d'autres. Il en est ainsi de l'homme, animal raisonnable, qui doit choisir ce qui contribue d'abord à son bien ou au bien des autres. Quand il y a une régression face à ce comportement, on parle de contre-valeur. Très bien. Alors, Monseigneur, dans l'histoire que vous relatez Au nom du Père et du Fils, vous nous présentez des personnages africains donc, qui nous ramènent à l'Afrique. C'est vrai que quand on parle aujourd'hui de valeurs, aucun continent n'est exclu. Mais nous allons revenir à ce qui nous concerne, on va dire directement sur le territoire ivoirien. Voilà, tous ces personnages qui nous ont été présentés étaient dans un milieu, on va dire, ivoirien, un peu sur la terre des Burnis. Alors nous revenons donc, nous avons vu une jeune fille, enfin nous avons pu découvrir dans cette histoire une jeune fille du nom de Marie qui a reçu une très bonne éducation. Déjà, au niveau de la scolarisation, qui a quand même fait ses premiers pas avec des religieuses. Elle a été adoptée par la suite par un prêtre qui a, avec les religieuses, continué l'éducation. Mais cela n'a pas empêché cette jeune fille-là de dérailler, arriver à ce moment de sa vie. Donc du coup, on se demande où est-ce que, dans quel cadre, dans quel milieu doit se faire aujourd'hui l'éducation des jeunes, les valeurs, la transmission de valeurs. Comment est-ce qu'elle doit se faire? Alors, parlant de cette jeune fille, Marie, il faut remarquer que le départ a été un peu bancal. Le papa, on ne le découvre pas, il est absent, je crois que son nom n'apparaît même pas. La maman, avant que Marie ne se retrouve chez le père Emmanuel, la maman change de milieu de vie et d'activité. Elle disparaît à un certain moment en confiant Marie à des collègues ou à des tantes. Et donc, cette turbulence initiale, je pense, va affecter
la suite des événements qu'elle aura à vivre. C'est vrai, à l'époque, toute petite, elle était innocente. Elle pouvait bouger d'un quartier à l'autre, d'une tutrice à l'autre. Mais il faut dire que la graine qui est semée doit être arrosée dès le début et bien arrosée. Et donc, le départ a déjà un problème. Si par la suite, les choses se sont un peu équilibrées, à partir du moment où elle entre au collège Sainte-Rita de Beaunois, je ne fais pas de publicité pour ce collège, elle rentre chez les religieuses, à partir du moment où elle est encadrée par d'autres personnes, il y a l'équilibre qui se maintient parce qu'elle est dans les mains du Père Emmanuel. Mais ce départ-là, il est précieux. Et d'où la responsabilité de ceux qui veulent mettre des enfants au monde ou ceux qui mettent des enfants au monde, vraiment de commencer les choses au départ. Parce qu'à partir du moment où on confie l'enfant à une école, à une institution, c'est déjà difficile. C'est déjà difficile. Si les fondations ne sont pas bien posées, ça pose problème. Donc il y a ça. Mais dans la deuxième phase, quand elle se retrouve avec les religieuses et le Père Emmanuel, elle reçoit le nécessaire, le bagage nécessaire pour asseoir de nouvelles fondations et élever, disons, tout l'édifice de l'éducation. Elle a essayé de le faire. Seulement, ça n'a pas duré et puis elle s'est retrouvée face à la société. Or, le Père Emmanuel avait ses valeurs, ses parents avaient ses valeurs, les sœurs aussi, le milieu où elle a grandi avait ses valeurs. Face à la société, elle a découvert d'autres éléments qu'elle a pris pour des valeurs. Or, ce n'étaient pas des valeurs. Surtout la dose. Parce que boire le vin, ça peut faire du bien. Boire l'alcool, ça peut faire du bien. Ça dépend de la quantité. Et donc, dans la société, cette dose-là n'était pas équilibrée. C'est ce qui lui a fait du mal. Alors, Monseigneur, lorsqu'on se réfère toujours à l'histoire, on se rend bien compte que c'est lorsque cette jeune fille s'ouvre au monde du travail que les choses commencent à changer. Mais bien avant cela, elle prenait des temps d'échange avec son père adoptif. Concernant son avenir, ses choix, ses décisions étaient discutés avec le père Emmanuel. Et du coup, il a été même surpris lorsqu'elle a pris la décision de continuer, c'est-à-dire abandonner les études pour évoluer dans le monde du travail. Il a été surpris quelque part un pincement, alors qu'au départ, il partageait tout. Donc, il peut arriver des choses comme, de ce genre où les jeunes après décident de changer. Quand est-ce que ça survient? Alors, il faut noter que les parents ne sont pas les seuls acteurs dans l'éducation et la croissance des enfants. Les tuteurs non plus, les pères non plus. Aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, avec l'environnement, participe beaucoup à l'éducation des enfants. Donc, les éducateurs de Marie, c'est vrai, c'était l'école, les religieux, c'était le père, mais en dehors de ça, il y avait d'autres éducateurs anonymes. Aujourd'hui, parler d'éducateurs anonymes, c'est parler par exemple de la télévision, de la radio, des réseaux sociaux qui ont une certaine influence. Donc, à un certain moment, la sémence qui pousse peut être étouffée par cette influence extérieure qui est parfois énorme et qui peut ou bien étouffer ou perturber un peu la croissance. Donc, il n'y a pas eu le jeu de la sincérité et de l'honnêteté de la part de Marie. Parce qu'elle a pris le soin de préparer certaines choses avant de venir affronter son père. Et donc, elle avait déjà un certain coefficient personnel qui avait pris un chemin différent de celui que le père Emmanuel avait tracé pour lui, avec sa propre complicité, avec sa connivence, quoi. C'est vrai que le père Emmanuel a essayé de la dissuader, essayé de revenir, réfléchir, revoir sa position. Mais pensez-vous que s'il avait peut-être utilisé la force, là peut-être on va dire que c'est un religieux, c'est un prêtre, bon, il a essayé d'écouter un peu le bon sens des choses, laisser peut-être la fille s'exprimer. Mais est-ce que si un parent, par exemple, avait opté pour peut-être la force, obliger la jeune fille à poursuivre les études, vous pensez que ça allait produire quelque chose de positif? Ça peut produire quelque chose de positif. Je vais donner un exemple personnel. J'étais le spécialiste de l'école buissonnière quand j'étais à l'école primaire.
dès que mes parents allaient au campement à Beaunois, moi, je pratiquais l'école missionnaire. Malheureusement ou fort heureusement, la gendarmerie de l'époque était abritée par une maison de mon grand-père maternel. Et donc, à cause des gendarmes et de ce qu'on disait, les gendarmes vont venir m'attraper pour me mettre en prison, me frapper. Et j'avais peur et c'est ce qui m'arrangeait un peu. C'est ce qui m'arrangeait. Donc, ça peut servir à un certain moment, à une certaine époque. Mais le vrai choix dépend de la personne elle-même. Aider quelqu'un, ce n'est pas choisir à sa place, c'est conduire la personne à faire le bon choix. C'est vrai qu'à un certain moment, la personne peut faire des choix ratés, mais il y a toujours une force, une énergie qui permet de revenir sur ses pas. Et c'est ce que parfois les gens refusent. Donc, dans le cas de Marie, elle avait promis rattraper les choses en faisant et l'école et le travail, ou bien revenir aux études. Revenir aux études. Donc, le père a accepté ce compromis. Mais Marie a refusé de revenir aux études, de prendre ses responsabilités pour évoluer, pour gérer sa croissance de façon personnelle. Voilà pourquoi, à un certain moment, elle s'est retrouvée devant les faits, elle a dû subir sa croissance. Alors déjà, on va dire dans le monde du travail, elle prenait plaisir, elle a découvert une autre passion, elle aimait ce travail, mais aussi d'une part, elle a découvert les chiffres. La preuve en est que les soirs, lorsqu'elle allait se coucher, elle voyait les chiffres défiler sous ses yeux et tout ça. Bon, déjà, elle se dit qu'il faudrait qu'elle arrive à passer à un autre cap de sa vie. Pour quelqu'un qui a connu des difficultés, la perte, on va dire, la perte en gris des parents et tout ça, difficultés peut-être financières, parce qu'on voit un peu la description qui a été faite de Marie lorsqu'elle est arrivée chez le père Emmanuel. Comment est-ce qu'elle était vêtue? C'est une fille quand même qui venait d'une famille défavorisée. Voilà. Donc, quand on pense à son passé et tout de suite, on commence à voir des choses inhabituelles, les chiffres, l'argent, qui, selon l'être humain, fait le bonheur, certaines personnes le pensent. Est-ce que cela aussi n'a pas un impact sur la vision d'une personne qui a connu des difficultés? Il y a sûrement un impact sur une personne qui a connu des difficultés. Le plus souvent, on oublie le passé. Or, même s'ils ne sont pas totalement le produit du passé, ce passé, il est encore actif à nous et on doit en tenir compte. Il y a des personnes, mon mari, je crois, qui a voulu effacer ce passé. Ça, c'est un drame. On peut l'effacer à travers des gestes et des comportements, mais pas totalement gommés, de telle sorte que ça n'agisse pas. C'est vrai, ce n'est pas le passé qui va déterminer notre avenir et notre présent, mais le passé est là. Le passé est là. Alors, tout peut arriver à un être humain. Il y a des moments où il faut passer de l'intelligence à la sagesse. Les gens trouvent le moyen de justifier ce qu'ils font, ils trouvent des solutions aux problèmes et ils pensent qu'ils ont tout géré. Or, il faut un peu plus de sagesse. Le récit dit que l'homme qui n'a pas de sagesse, qui ne réfléchit pas au-delà de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, de ce dont il a envie, ressemble aux lucioles, aux libellules. C'est comme les insectes. Quand on voit la lumière, il s'approche. Mais cette poussière grille les ailes, les brûle. Et donc, l'avenir n'est pas dans ce qui nous attire forcément, mais dans un processus qui nous permet d'aboutir au bout d'un chemin parfait. Alors, ça a été le cas de Marie. À tout moment, du début à la fin, il y avait toutes les occasions pour elle de se racheter. Avait-elle la force nécessaire de le faire face à ce qu'elle n'aimait pas, disons l'indigence, la modestie, la soif du gain? Ce sont des phénomènes extérieurs, mais à un certain moment, quand ça siège dans le cœur, ça peut dominer toute la personne. Donc, à un certain moment, elle s'est laissée dominer par ça. D'où sa responsabilité et même sa culpabilité. C'est vrai que, bon, il y a la part des parents, il y a la part de l'éducation, il y a la part du passé. Mais quand vous arrivez à un certain âge, qu'on met le présent et l'avenir dans vos mains,
vous avez la responsabilité de les gérer comme il se doit. L'intelligence est là pour aider, mais il faut un peu de sagesse, une lumière un peu plus vive que ce qu'on a. Monseigneur, un peu de sagesse. Comment la sagesse s'acquiert? Ça, c'est La juste une petite sagesse, parenthèse. c'est un phénomène qui est dans la vie. Ok. Il y a eu un moment où Marie faisait fi de l'expérience. Vous avez des gens qui sont plus âgés que vous, plus intelligents que vous, qui ont plus d'expérience. C'est-à-dire, quand vous voyez les styles de vie, vous dites, mais qui suis-je pour penser être plus intelligent que telle personne? Qui suis-je pour connaître plus de choses que cette personne? Je peux être spécialiste d'un domaine. Mais mon professeur, là, c'est vrai qu'il m'a enseigné. C'est vrai que peut-être aujourd'hui, je suis plus intelligent que lui, ou bien plus gradé que lui. Mais est-ce que je suis sûr qu'il m'a révélé tous ses secrets? Donc, la sagesse permet une certaine ouverture au monde, aux valeurs. Et puis, ça dilate le cœur pour qu'on puisse apprendre ce qui est le nectar même des choses de ce monde. Donc, c'est ça qui est la sagesse. Et parfois, il faut demander cette sagesse à Dieu, ou bien auprès des gens. Dieu peut donner l'intelligence. Si elle n'est pas cultivée, c'est comme une forêt équatoriale, une forêt vierge. On peut la cultiver à travers la science, mais on peut vraiment l'ennoblir à travers la sagesse qui vient forcément des autres et de l'expérience de la vie. Alors, Monseigneur, on peut dire également que quelquefois les parents ne voient pas les enfants grandir. Pour eux, ce sont encore des gamins et tout ça, mais au fil du temps, ces derniers-là ont d'autres réactions. On ne peut pas tout le temps avoir le contrôle sur eux. Donc, qu'est-ce que ces parents doivent-ils faire pour éviter que ces enfants perdent des valeurs qu'ils leur ont transmises? De nos jours, on pense que les parents ne comprennent rien. Or, dans la vie, ce qui compte, c'est le type d'expérience qu'on a. Si, à l'occasion de la fête de Noël, un parent n'achète pas tel ou tel cadeau pour son fils, soit parce qu'il n'a pas les moyens, soit parce qu'il a fait le discernement et il dit que ce n'est pas prioritaire. Or, ce cadeau peut être une priorité pour l'enfant. Faut-il céder à l'enfant ou pas? Ce qui est une priorité aujourd'hui peut ne pas l'être demain. Donc, le parent, avec l'expérience qu'il a de son salaire, de sa vie et des projets qu'il doit faire pour toute la famille, il va dans un processus de discernement. Ce dont l'enfant n'est pas forcément capable. Et au bout du discernement, il va déterminer que, ah, mon fils, cette année, on va se contenter de ce cadeau. L'année prochaine, on va voir. Il faut toujours prendre la peine d'expliquer à l'enfant. On peut prendre la peine d'expliquer à l'enfant. Mais les enfants, ce sont des dictateurs. Et parfois des tyrans, il faut le reconnaître. Ils ne sont pas si innocents que ça. Ce qu'ils veulent là, ils le veulent. Et ils veulent les moyens, ils ont les moyens pour les obtenir. Alors, souvent les parents vont céder parce que je ne veux pas que mon enfant aille chercher ça ailleurs. Parce que tous ses camarades de l'école ont les mêmes. Mais il faut expliquer aux enfants que les parents n'ont pas le même salaire. Les parents n'ont pas les mêmes conditions de santé. Les parents ne viennent pas de la même couche sociale. Vous pouvez avoir deux parents ingénieurs. Celui qui doit s'occuper de sa maman, de sa nièce et sa petite-fille, même s'ils ont le même salaire, ils n'ont pas les mêmes façons de traiter leurs enfants à cause des charges. Donc les enfants doivent comprendre. Et à des moments, ils doivent accepter. Mais aujourd'hui, c'est ça. C'est une volonté contre une autre volonté. Le processus de croissance demande qu'on franchisse des étapes. Or, la société et les autres éducateurs, la télévision, le net, tout ce qu'on a comme autres éducateurs qui représentent l'environnement, font en sorte que les enfants, munis de ces savoirs un peu éparpillés, pensent qu'ils ont raison. Or, le papa, ce n'est pas avoir raison, c'est donner sa contribution en vue de la croissance de l'enfant, en vue de l'équilibre de la famille. Les parents doivent en tenir compte, les enfants aussi doivent en tenir compte. Mais entre les enfants et les parents, qui comprend mieux, pour le moment, je suis sûr que ce sont les parents.
Très bien. Alors, monseigneur, nous sommes à l'ère de la mondialisation et la jeunesse est beaucoup influencée. Alors, quelles doivent être les valeurs qui doivent primer sur la jeunesse africaine surtout? Les valeurs, je voudrais dire, la toute première, c'est le respect. Le respect. Je crois que chaque personne désire être respectée. Que j'attends le bus, on ne marche pas sur mes pieds pour passer devant. Mhm. Voilà. Le bus est là, c'est pour tout le monde. Tu as fini ton chewing-gum, il ne faut pas mettre sur le siège. Parce que c'est un patrimoine commun. Ce n'est pas pour le conducteur de la Sotra, ce n'est pas bon pour la structure. C'est un patrimoine commun. L'élève, il est élève. Qu'il soit le fils d'un milliardaire, l'enseignant, c'est son enseignant. Il est venu. À partir du moment où il franchit l'école, il doit se mettre dans les conditions d'un apprenti. C'est ça qu'on appelle le respect. L'enseignant, la même chose. Donc, selon l'endroit où on se trouve, le niveau à qui on a affaire, s'il y a le respect, on garde l'équilibre. Chaque chose doit être à sa place. On se comprend? Chaque chose à sa place. Alors, à partir de ce moment-là, on sait quand il faut aller à droite, quand il faut aller à gauche, quand il faut aller devant. OK? La nature nous respecte. Ce n'est pas la saison de pluie. Planter, arroser avec l'eau de pluie, ça va vous donner quelque chose. C'est différent de ce que la nature a prévu. Donc, il y a un équilibre qui est là. Si c'est respecté de part et d'autre, on peut avancer vers le développement, vers le progrès. Ça, c'est la toute première valeur, le respect. C'est une vertu, avoir le respect en soi et manifester le respect pour les autres. C'est une vertu. On dit, Maxime, ne fais jamais à l'autre ce que tu ne veux pas subir. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. On est très exigeant envers les autres et on veut que tout le monde soit miséricordieux envers nous. Non, mais comprenez-moi, ce n'est pas ma faute. Et une fois qu'on a justifié, on pense qu'on doit être blanchi. Très bien. Alors, monseigneur, que faut-il changer dans les comportements, on va dire, individuels pour améliorer le bien-être collectif et le vivre ensemble, vu que nous sommes en société? Alors, en partant du respect, ce qu'il faut améliorer, c'est le type de relation qu'on a avec les autres. Quand vous respectez un enfant, vous avez une dignité morale que cet enfant, vraiment, s'il ne se drogue pas, n'aura pas le courage de braver à tout moment. Il peut lui arriver à un certain moment de désinvolture, mais quand vous avez le respect sur le plan moral, vous êtes là. Vous respectez un enfant, il va vous respecter. Il n'aura même pas le courage de dire ce qu'il a envie de dire. Si ça lui échappe, il dira « Oh, j'ai honte ». Ou bien, il va changer de comportement. Mais si vous ne le respectez pas, ça peut ne pas. Vous prenez un ivrogne qui, dans la rue, dit aux enfants assis dans un maquis, « Et les jeunes ne buvent pas trop ». Qu'est-ce que les enfants vont faire? Ils vont rire, parce qu'ils se rendent compte que lui-même, il est ivrogne. Donc, il a perdu ce pouvoir moral, cette autorité morale. Mais si un père de famille qui ne se saoule pas, entre guillemets, dit à son fils, ne bois pas, ou bien diminue la quantité de la boisson, ça a du poids. Et donc, changer les relations entre les personnes. Il y a les relations, il y a les qualités des relations. Les qualités des relations. Aujourd'hui, vous avez un problème, quelqu'un vient à votre secours, et puis, bon, vous vous levez, vous partez. Comme dit le pape, dire merci, c'est un problème aujourd'hui. Dire pardon, c'est un problème. Même dire bonjour. Même dire bonjour. Donc, sourire à quelqu'un, c'est, par exemple, bon, on considère comme un devoir. Non, ça fait du bien. Alors, si on veut que la société ne soit pas déshumanisée de plus en plus, commençons par les choses simples. Le respect, la bonne relation, gestion de la relation avec l'autre. Et surtout, une meilleure qualité de la relation.
Le bien appelle le bien. Le mal, si on ne l'arrête pas par le bien, on va de dégradation en dégradation. Très bien. Alors, Monseigneur, comment expliquer le fait que les contre-valeurs, c'est-à-dire perte de sagesse, perte de bon sens, incivisme, indiscipline, semblent gagner du terrain dans nos sociétés africaines? Alors, moi, je dirais qu'avant tout, le système éducatif est en porte-à-faux avec les valeurs, le système éducatif. Parce qu'aujourd'hui, on dit éducation, c'est ouvrir les écoles, mettre les enfants à l'école, bon, mettre les jeunes à l'école, bon, aller à l'université et trouver du travail. Donc ça, c'est la carrière, le professionnalisme, c'est la carrière. Mais l'éducation même prend en compte toute la gestion de la personne. La personne sait que je dois me lever à telle heure, je me lève à telle heure. Vous comprenez? Quand les enfants vont à l'école, ils arrivent à l'heure à l'école. Ce sont des enfants. Et il y a les parents pour les aider à arriver à l'heure. Il y a les enseignants pour les aider à arriver à l'heure. Il y a tout un système pour les aider à être ponctuels. Ça, ce sont des enfants. Maintenant, quand on grandit, on est censé être muni d'un certain savoir, d'avoir appris les bonnes manières, censé être plus intelligent et plus grand que quand on était petit. C'est en ce moment-là qu'on se permet d'aller au travail en retard, de ne pas être ponctuel aux réunions, de ne pas signaler l'absence et tout. Mais un enfant qui ne vient pas à l'école, on demande aux parents, ils vont justifier. Aujourd'hui, vous demandez, vous envoyez un courrier, une lettre de justification à quelqu'un, la personne se plaint. Et donc, la qualité de la relation n'y est pas. Et puis, tout dégringole. Donc, l'éducation porte problème. Est-ce que l'éducation est basée sur des valeurs? Je crois que la priorité de toutes les valeurs sur lesquelles est basée l'éducation aujourd'hui, c'est le travail. Et à vrai dire, ce n'est pas le travail. Parce que parfois, les gens cherchent le travail, mais ce n'est pas le travail qui les intéresse, c'est l'argent qui les intéresse. Là, pour preuve, on a l'absentéisme, on a les permissions, on a, quelqu'un vient au travail, il est censé travailler 8 heures. S'il passe 4 heures au téléphone, vous allez dire qu'il a travaillé pour 8 heures, alors qu'il est payé pour 8 heures de travail. On se comprend? Alors, il faut que l'éducation prenne en compte, soit basée sur des valeurs, mais pas sur le côté finance, côté carrière, côté argent. Parce que l'argent, ça n'a jamais suffi. Vous avez des gens qui ont l'argent, mais qui volent encore pour augmenter. Voler est une valeur. Pour celui qui n'a pas faim, pour celui qui a des comptes dans les banques. Donc, il y a un comportement qui n'est pas conséquent face à la dignité humaine, face à aux aspirations de la société. Parce que nous, on veut la paix. Quand vous dormez, je joue de la musique avec un volume exagéré, ça vous gêne, ça vous dérange. Mais quand vous faites, vous trouvez que ça ne doit pas déranger, ce n'est pas un problème. Vous voyez que l'équation n'est pas juste. Donc, il faut que l'éducation, on commence par l'éducation. Après, la croissance va suivre et puis on va prendre l'habitude et les bonnes manières vont s'insérer dans la société parce qu'elles sont déjà existences dans la vie de la personne humaine et des citoyens. Très bien. Monseigneur, quel est le pouvoir des aînés et quel rôle joue-t-il dans le contrôle de la vie sociale et la transmission des valeurs? Alors, le pouvoir, ça diffère et parfois il y a des mutations de pouvoir. Avant, on disait l'aîné, il est sage, il prend soin des petits, il se donne, il se tue. C'était comme ça. Aujourd'hui, les valeurs ont changé. C'est ou la science, ou l'argent, autre chose. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on exhibe. Il y a une certaine exhibition de l'argent, de la beauté, des diplômes. Alors que ce n'est pas ça l'essentiel. Pas ça l'essentiel. Le diplôme peut justifier le niveau, mais pas le rendement.
Or, le rendement est plus est important plus important. que le niveau. Donc, les aînés sont là. Ce qui fera l'équilibre de la société, c'est le style de vie et le témoignage. Quel que soit le niveau, le diplôme, tout ce qu'on a, s'il n'y a pas un style de vie conséquent, il n'y a pas un témoignage conséquent, alors il n'y a pas de modèle, il faut suivre. Les jeunes cherchent des modèles pour suivre. S'ils cherchent qu'ils ne trouvent pas, à un certain moment, ils doivent chercher ailleurs. Or, quand on dit modèle, nul n'est parfait, on le sait. Mais il faut quand même être modèle de façon un peu globale. Je ne peux pas être un génie dans telle chose et puis ma vie, elle est ratée du matin au soir ou bien du début à la fin. Je ne suis pas un modèle. Je ne suis qu'un simple expert qui accomplit une activité. Donc l'impact que le témoignage de vie aura ou bien le style de vie aura sur les gens, c'est ça qui est le plus important. Et donc ça renferme beaucoup de valeurs, surtout s'il s'agit des aînés. Dans ce sens-là, les jeunes pourront suivre. Alors, Monseigneur, faut-il aujourd'hui remettre en cause, on va dire, ou réinterpréter la préséance des aînés sur les jeunes? La préséance, elle est chronologique. C'est-à-dire les aînés sont nés avant les autres, entre guillemets. Mais il faut aussi anticiper les choses, dans la mesure où ce n'est pas la chronologie qui va déterminer cette préséance. C'est le fait du poids de la responsabilité. Vous pouvez prendre des enfants, même des jumeaux, il y a un qui a le sens de la responsabilité, qui a le sens du devoir, le sens du travail bien fait. OK. Même si celui-là, c'est un cadet, c'est-à-dire le troisième né de la famille, il peut avoir cette préséance-là. Et ça, la société va lui reconnaître cette préséance, même s'il n'est pas l'aîné en absolu. Donc, il y a des facteurs déterminants. Le sérieux, le courage, le travail bien fait, la générosité, le sourire, l'amabilité, l'accueil, tout cela, ça fait partie pour asseoir vraiment la préséance dont il est question. Si on se base seulement sur le fait qu'il est né avant les autres, non, ça ne compte pas. Même dans la société traditionnelle, ça n'a jamais trop compté. Oui. On attend que celui qui mérite cette préséance ait le sens du devoir, le sens de la responsabilité et qui pose des actes conséquents à tout cela. Alors, Monseigneur, pour revenir à l'histoire, au nom du Père et du Fils, nous avons vu le Père Emmanuel garder beaucoup de patience face, on va dire, aux dérives de sa fille. Il a été quelque part la voix de la raison, essayer de raisonner sa fille à chaque fois, alors qu'elle ne voulait même pas entendre ce que son père lui donnait comme conseil. Et surtout que cette fille n'était pas sa fille biologique, elle était juste une fille adoptive. Il aurait pu abandonner cette dernière, mais il est resté là, présent, il a insisté. Alors, la question est de savoir quelle doit être la conduite des parents aujourd'hui qui ont tendance à démissionner face à certaines choses. Quelquefois, ils disent que la situation les dépasse un peu l'entendement. Donc, il faut laisser l'enfant faire, il faut le laisser vivre sa vie et se perdre. Mais le Père Emmanuel a été patient, il a persévéré, toujours ramené à la raison cette jeune fille. Qu'est-ce que les parents doivent-ils faire? Ce qui est intéressant dans l'histoire du Père Emmanuel, c'est son côté, disons, humain. En tant qu'homme, lui aussi, il sent le poids de la fragilité. C'est dit entre les lignes, parce qu'à un certain moment, le Père Emmanuel était accablé par cette situation entre son père biologique et sa fille adoptive. Donc, il était comme entre le marteau et l'enclume. Mais il savait que par responsabilité, par devoir et par mission, il devait les affronter. Il ne pouvait pas échapper. Bon, au moment où il était accablé, il est allé voir un autre prêtre, un de ses collègues, et il a sollicité le soutien, l'éclairage de celui-ci. Le père, je crois, Richard, ils ont échangé. Et il a avoué que c'était la complicité de la situation qui l'accablait. Parce que ces personnes-là, vers qui il était envoyé par devoir en mission, c'était son propre papa et sa propre fille adoptive. Donc il faut reconnaître cela. Les parents peuvent se sentir accablés,
peut se sentir découragé. Mais c'est la vie. J'ai faim, mais je peux manger et puis ne plus avoir faim. Donc la vie est comme ça, face à nos responsabilités, à notre devoir, c'est comme ça qu'on doit se comporter. Le découragement est là, mais il ne doit pas s'installer et puis avoir le terminus dans une relation. Il faut qu'on puisse se ressourcer auprès des conseillers, auprès d'amis, ou bien laisser le temps faire, se ressourcer et puis reprendre. La force peut nous venir de cette pause, disons de ce temps de pause. La force peut nous venir d'ailleurs pour surmonter les difficultés. Donc le Père Emmanuel l'a fait. Je pense que les parents doivent le faire aussi face aux situations qui sont très difficiles. Non, je n'en peux plus. D'accord. Pour toute la vie, puisque la situation, rien n'a décrété que la situation va durer toute la vie. Mais pour le moment. Mais il faut reprendre le bon chemin et puis continuer. Même si ça ne porte pas de fruits, il n'y a pas de rendez-vous à se donner en disant, il n'y a pas de timing à se donner en disant, telle action, tel jour, ça va porter du fruit. Non, il faut continuer. Alors, Monseigneur, nous sommes aussi dans une société où l'interculturalité prime. Alors, que faut-il faire? Que deviennent les valeurs dans une telle situation? L'interculturalité a sa place dans les valeurs. Mais dans les valeurs, il y a, comme je dirais, des valeurs qui sont prioritaires, ok, et des valeurs qui sont, disons, secondaires. Avec le temps, on se rend compte que certaines valeurs qui n'étaient pas prioritaires sont devenues dans un système bien donné. Dans un système bien donné. Je prends un cas. La punition face à l'inceste ou bien face à l'adultère. Punition face à l'adultère. C'était quelque chose de très très dur dans la société à Caen. Pour quelles raisons dans la société à Caen? Tout simplement parce que du côté de la femme, l'enfant qui naît appartient à la branche matrilinéaire. Et donc, les cas d'adultère dans la société, bon, pourrait être bien toléré. Mais imaginez-vous si cela arrivait à la cour royale. Celui qui doit prendre le trône serait, vous comprenez? Alors, il y a des mesures qui sont prises contre ce cas au sein de la société. Donc, c'est le système qui met l'accent sur une valeur et moins d'accent sur une autre. Donc, les valeurs, parfois, il faut les prendre au sein du système. Mais il y a des valeurs qui sont, disons, universelles. Voler, on dira que ce n'est pas bien, partout. Pourquoi? Parce qu'avant de voler, il y a des phases intermédiaires. Tu peux demander. Tu peux demander, on va te donner cadeau. Tu peux demander, on va te prêter. Il y a toutes ces étapes-là. Toi, bon, parce que tu as besoin, tu sautes les étapes et tu t'en vas prendre de façon clandestine et puis on ne sait pas qui a volé. Donc, on peut passer. Ça crée le soupçon, on va accuser tout le monde et puis, bon, on va se méfier de tout le monde. Donc, les conséquences font que, bon, il y a ces valeurs qui transcendent toutes les sociétés. Tout le monde reconnaît que voler, ce n'est pas bon. Alors, Monseigneur, vous avez dit quelqu'un qui est dans le besoin peut tout simplement demander, mais il y a aussi l'orgueil qui existe dans la société. Mais si l'orgueil prime chez vous, vous devez travailler, vous devez prendre les dispositions pour ne pas dans les besoins. En ce moment-là, votre orgueil sera préservé. On se comprend. Mais la société tolère certains comportements, certaines activités. Et même, bon, supposons que vous soyez milliardaire, que votre enfant aille voler, disons, 1 million chez le voisin. OK. Parce que, bon, mes parents m'ont donné mon argent pour ce mois, j'ai fini, j'ai l'orgueil, je ne vais pas aller demander. Donc, je vais voler. L'équation est très, 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 très maladroite et ça ne tient pas. Et donc, demande aux parents. Les parents vont t'apprendre à bien gérer ton argent de poche. C'est comme ça que ça doit se passer. Mais même avant d'aller voler le voisin,
demande au fils de voisin s'il peut te donner un peu d'argent, ou bien demande au voisin s'il peut te prêter quelque chose que tu vas rembourser. Parce qu'en volant, vous ternissez l'image, votre image, vous ternissez l'image de la famille. C'est cela. Qui dit ternir l'image, dire porter atteinte à une certaine dignité. L'argent, il faut le peut être restitué. Mais l'image ternie, on ne peut pas. Hein? On ne peut pas remettre une couche de vernis, de cosmétiques dedans pour rétablir l'image. Voilà. Surtout si vraiment tout le monde vient apprendre que le fils de tel milliardaire a volé 200 000 francs. Alors, Monseigneur, pour revenir toujours au livre, nous ne savons pas comment expliquer le comportement de Marie, qui, après avoir été expulsée de la maison, qui lui avait été offerte, a décidé de s'adonner à des pratiques vraiment peu honorables pour maintenir son style de vie. Elle était à un standing de vie qu'elle voulait maintenir et du coup, dérive sexuelle par-ci, par-là, vraiment perte carrément de valeur. C'est après avoir commis l'irréparable donc qu'elle s'est souvenue de son père Emmanuel. Elle a couru aller se réfugier voilà, chez lui. Comment est-ce qu'on peut caractériser cela? Alors, la déshumanisation vient des tentations. Et c'est comme une chaîne qui vous précipite jusqu'au bas-fond de l'abîme, entre guillemets, bas-fond de l'abîme, déshumanisation. Parce que les contre-valeurs vous attirent, vous demandent de faire certaines choses. Mais quand vous les choisissez, vous n'avez pas les contre-valeurs qui vont vous aider à réagir pour remonter la pente. Donc, ça c'est clair. Il y a des choses, mieux vaut ne jamais essayer. Parce qu'on ne sait jamais où ça va vous entraîner. Donc, Marie s'est mise, parce que le discours que le Père Emmanuel lui a tenu, c'est dit, ce que tu veux avoir, en tendant la main à quelqu'un, tu peux l'avoir par le fruit de ton travail. Or, la dignité de la personne humaine, c'est travailler à la sueur de son front, gagner son pain à la sueur de son front. Entre un mendiant qui peut-être a 200 000 francs par mois et un ouvrier qui a 150, qui a plus de dignité? Bon, selon la société et selon le bon sens, on dira que c'est l'ouvrier. C'est l'ouvrier. On peut dire, je m'en fiche, moi c'est l'argent qui m'importe, je suis plus riche que l'ouvrier. Non. Parce que demain, le même gars, si son enfant se comporte pareil, de cette façon, il sera mal à l'aise. Il y a d'autres critères. Le critère moral, le critère religieux, il y a beaucoup de critères qui doivent converger pour nous dire que ça, c'est pas bon. Et on a la conscience humaine aussi. Il y a une lampe, une torche, une lumière dans cette conscience qui nous dit que ce n'est pas bon. Et donc, le Père Emmanuel a tout fait. Marie n'a pas voulu l'écouter. N'a pas voulu l'écouter. C'est ça. Quand on se débarrasse de Dieu, puisque le Père Emmanuel représente le côté religieux, ben, on est accueilli par les bras du diable. Et parfois, c'est très facile. Donc, enchaîné par le bien matériel, qui devait pouvoir la soustraire de cette chaîne, de cet esclavage? Au loin du Père Emmanuel, c'était très très difficile. Ok. Mais comme j'ai dit, il y a toujours une énergie divine à la personne, une lumière divine qui peut susciter dans la conscience un reflet de cette dignité et pousser la personne de façon interne à agir et à remonter la pente. Malheureusement, parfois, il faut toucher le fond avant de prendre conscience de tout cela. Donc, pour revenir à la question, les biens matériels peuvent nous aider beaucoup, améliorer notre condition de vie, mais si c'est mal utilisé, surtout mal compris, ça peut devenir une chaîne d'esclavage pour nous. Alors, Monseigneur, quelles sont selon vous les valeurs qui doivent, on va dire, émerger dans nos sociétés africaines d'aujourd'hui? La première valeur, je dirais, c'est la spontanéité et la générosité. Spontanéité et la générosité. Les gens deviennent généreux
quand on dit, bon, il y a un cataclysme ici, il y a une inondation ici et autres, alors les gens deviennent généreux. Mais on ne doit pas attendre que l'autre soit transformé par une situation catastrophique, soit transformé en mendiant avant de lui prêter secours. De lui prêter secours. Parce que parfois, on est gêné même de recevoir ce qui nous vient de l'extérieur. OK. Alors que si on est spontané et généreux, en regardant dans quelles conditions vivent les gens, comment les gens se comportent, on peut les aider. On peut les aider. Donc, il ne faut pas attendre. C'est cette valeur-là. Il y a des moments où on parle de la solidarité, oui. Mais cette solidarité doit être naturellement promue et puis dégagée de toute organisation systématique. Parce que quand c'est la solidarité, comme on l'entend, chacun donne sa part pour qu'on puisse distribuer, ça va. Mais quand il y a ceux qui en ont, qui donnent aux pauvres, ce mouvement de fraternité n'est pas toujours l'idéal. Parce qu'il y a les plus forts, les bien portants, les plus riches qui prennent soin des pauvres. C'est vrai, ça fait du bien. Mais si le pauvre était mon frère, j'allais attendre qu'il soit dans l'indigence avant de voler à son secours. Non. Je dis, mon frère, tiens telle chose, on prend ou bien on partage ce qu'on a. Donc il faut arriver à un système de partage qui puisse mettre même les riches et les pauvres à l'aise. Monseigneur, nous avons également, on va dire, un extrait de l'histoire où Marie s'est retrouvée dans une cellule avec d'autres détenus. Et là, elle a pu découvrir des histoires, les histoires des autres, sans autant parler de son histoire, elle. Et là, elle a eu ce sentiment-là de pitié. Et comment est-ce qu'on peut expliquer cette partie de l'histoire? Cette dernière qui semblait avoir perdu toute valeur et tout ça, qui ne faisait les choses qu'à sa tête. Et là, elle se retrouve dans une situation, on va dire, un peu peu réluisante. Mais là, on voit que la personne revient un peu à la raison, les sentiments reviennent, elle a pitié même de son prochain et tout ça. Voilà. Donc, Marie est passée au moment où elle courait après la richesse et tout cela. Elle est passée dans une autre phase de vie, une situation déshumanisante. Et ce type de situation agit souvent sur le cœur et rend le cœur insensible. Donc, elle était dans ce monde. Quand elle a tué, disons, son bourreau, monsieur, il y a eu comme un clic ou un déclic, les deux en même temps, on pourrait dire, qui a fait changer la perspective, la compréhension de l'existence humaine, de la dignité humaine, et les choses ont changé. Donc, c'est à partir de ce moment-là que Marie a changé. Avant même de prendre la route pour aller vers le Père Emmanuel. Il y a quelque chose qui a changé. Parce que la grande question, c'est tuer l'animal, le chien, qui voulait l'agresser, ou le patron du chien. On parlera de légitime défense, mais malheureusement. Malheureusement, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, en voyant ce monsieur qui n'a plus de vie, tout juste à cause de quelques balles, bon, on dirait, elle s'est rendue compte que c'était un face-à-face, un être humain comme elle. Donc, il y a eu un bouleversement intérieur. Elle pouvait continuer sans ce bouleversement intérieur. Hein. C'est là où intervient l'endurcissement. Parce qu'il y a des gens qui vont tuer, qui vont tout faire, continuer à faire le mal, trouveront les moyens pour justifier à leur propre conscience et autour d'eux. Et tant qu'ils peuvent le faire, ils vont le faire. C'est possible. Ça, c'est l'endurcissement. On ne sait pas quand ça peut prendre effet. Mais il y a des moments aussi de bouleversement où la personne fait comme un retour à elle-même pour se rendre compte que l'existence humaine a des épisodes, a des valeurs qui permettent aux gens de vivre une certaine fraternité ou bien une certaine symbiose parce que l'être humain tout seul ne peut pas aller loin. Il faut qu'il vive toujours avec les autres. Donc ces autres-là, c'est comme on appelle ça un alter ego, c'est un autre soi-même. Donc si moi, je tiens à ma dignité, je tiens à ma vie, à mon existence, je dois aussi tenir à l'existence des autres. Très bien.
Alors, monseigneur, très souvent, on va dire au cours des débats, au cours des échanges, on entend très souvent des recommandations s'agissant des valeurs et tout ça. Mais comment passer des recommandations à l'action véritable? Alors, il y a ce qu'on appelle les valeurs. C'est ce qu'on appelle les valeurs. Et il y a ce qu'on appelle le choix des valeurs. Parce que les valeurs, on peut les découvrir. Les valeurs, on peut les enseigner, on peut les étudier, on peut les apprendre. Mais il y a des moments où il faut poser l'acte. Il faut choisir le choix des valeurs. OK? Le choix des valeurs. Et pour choisir une valeur, il faut savoir d'abord que c'est une valeur. Mais apprendre aussi à découvrir la portée de cette valeur, le bien que ça fait. Le bien que ça fait. Moi, je suis pressé parce que je vais chercher ma fille à l'école. Je vois un homme gisant dans son sang parce qu'il a fait un accident. Mais le temps même de m'arrêter pour voir, ou le temps d'appeler les pompiers, eh bien, la nuit va tomber et ma fille, elle est petite et il y a problème. Dois-je laisser ma fille là-bas et puis faire comme si je n'ai pas vu l'homme qui a fait l'accident, ou bien aller chercher ma fille? Celui-là, dans cette condition, 1 heure de temps, il va mourir. 2 heures de temps, il va mourir. Ça va? Ma fille, peut-être la voisine, le voisin ou bien l'école va s'en occuper pendant 1 heure, 2 ans. Et 2 heures, excusez-moi. Et je vais retrouver ma fille. Donc, entre ma fille et cet homme, qui est prioritaire? C'est celui-là. Parce que l'irréparable peut arriver. Oui. Donc, il y a ce qu'on appelle le choix des valeurs. S'il n'y a pas ce choix de valeurs, on tombe dans un système égoïste. Et tout le monde reconnaît que l'égoïsme n'est pas bon. Un système individualiste, et tout le monde reconnaît que ce n'est pas bon. Alors, si une société s'adopte de ces contre-valeurs, la société devient déshumanisante. Tout le monde sait qu'il faut mieux faire, il faut faire les choses autrement, mais personne n'est prêt à bouger parce qu'il n'y a pas eu de choix de valeurs. Donc, on doit apprendre un discernement et aboutir à un choix de valeurs. C'est seulement le choix de valeurs qui va transformer une personne et l'aider à agir. Alors, monseigneur, la toute dernière question, que devons-nous retenir donc de cet échange sur la question de la société africaine, les valeurs et les contre-valeurs? Alors, ce qu'on doit retenir, c'est tout simplement savoir que la déshumanisation fait partie désormais de notre société. Et ça nous porte préjudice. Mais ce constat ne suffit pas. Il y a des actions à mener. Il y a un discernement à faire. Mais surtout, il y a des choix de valeurs à faire, de façon personnelle dans sa vie. Le choix de valeurs, c'est parfois comme une mission. Ce que Dieu te demande de faire. Ou bien ce que la société me demande de faire parce qu'il y a des attentes. Il y a des attentes. Je dois envoyer mon enfant à l'école, je dois choisir de l'envoyer à l'école. Peu importe si je dois vendre ma montre ou bien mes habits. Parce que l'école, pour ma fille et pour son avenir, c'est une valeur. Donc, je dois faire le discernement nécessaire et choisir la valeur et continuer à lutter pour cette valeur-là. C'est très important. S'il n'y a pas de valeur, s'il n'y a pas de choix de valeur, nous serons de plus en plus dans une société déshumanisante. Et ça ne sert à personne. Or, on doit reconstruire l'équilibre et on doit mettre les valeurs en place pour que tout le monde puisse mieux vivre et qu'il y ait un mieux vivre ensemble. Voilà, c'est ce qu'on recherche. Ça va au-delà du développement. Très Et bien. c'est l'essentiel. L'homme équilibré, l'homme intégral qui est épanoui. Vous voyez la nature, tous les éléments sont ensemble, ça se touche, ça se frotte, bon. Mais c'est la quiétude, c'est la paix, c'est l'harmonie. Les hommes sont plus intelligents que tous ces éléments de la nature. Ils peuvent faire beaucoup de choses quand on les met ensemble. Merci. Très bien. Merci, monseigneur. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.
Et voilà, chers téléspectateurs, vous l'avez bien compris, cette émission est terminée. Nous étions qu'à la toute première sur le développement des thématiques que renferme ce livre au nom du Père et du Fils, qui est au cœur d'une opération en vue de soutien aux médias catholiques en Côte d'Ivoire. Une œuvre écrite par son Excellence Monseigneur Raymond Awa. Alors n'hésitez pas à vous procurer cette œuvre pour soutenir les médias catholiques et aider la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire dans sa mission. Merci, que Dieu nous garde et à très bientôt.